Bonsoir à tous et merci d'être si nombreux pour nous suivre. Vous êtes un peu plus d'un millier d'inscrits quand même pour cet événement, donc c'est un beau chiffre et ça devrait être assez sympa. Avant qu'on s'y mette pleinement, je rappelle le fonctionnement de l'émission. Donc c'est un webinaire où on va avoir dans une première partie la présentation d'Antonio Gaudencio, qui nous a concocté. Il va nous en dire quelques mots dans quelques instants. Merci à toi d'être avec nous, Antonio, ce soir, et merci pour ton Merci à travail. toi aussi. Ensuite, on vous dira quelques mots sur des choses d'actualité et les offres spéciales qu'on veut vous relayer. Et à la fin, on terminera sur la session questions-réponses pour vous libérer normalement vers 19h30. Hein. C'est ce qu'on a prévu, peut-être un tout petit peu avant, peut-être un petit peu après en fonction des questions. En fonction des questions, ouais. Voilà. Du coup, je laisse la parole à Antonio qui va se présenter rapidement. Oh, tu pourrais pas me présenter toi? Ah bah d'accord. Donc Antonio, que j'ai la chance de connaître depuis plusieurs années, est un grand professionnel de la photo. Il a une particularité parce que avant d'être photographe, il a aussi travaillé dans le domaine des tirages, de l'impression, de la publicité. Et du coup, il a une très grande maîtrise et du RVB, qui est l'environnement naturel pour les photographes, mais aussi du CMJN, qui est le monde, on va dire, et les références en couleur pour le print, pour la production papier, la presse. Et le fait d'avoir cette double compétence lui donne une carte intéressante. En plus de ça, et ça ne mange pas de pain, comme c'est un très bon pédagogue, eh bien, on a la possibilité, en suivant ce que fait Antonio, d'apprendre, de progresser dans sa pratique. Et c'est pour ça qu'on l'invite quand même de temps en temps. C'est un de nos présentateurs favoris. Merci Hervé pour cette présentation. Tu me diras combien je te dois. C'était vraiment très bien. C'est bon. Non, non, merci. Je suis très heureux d'être parmi vous. Merci aussi à toi de me permettre aussi de partager un peu aussi mon savoir-faire. Donc, c'est vrai qu'on est très nombreux et c'est tant mieux, car c'est un sujet. Ah, hop. C'est un sujet qui, donc sur les calques Photoshop, etc., qu'on va découvrir ensemble. Un logiciel qui je le vois à travers les partages que j'ai avec beaucoup d'entre vous, c'est un logiciel qui fait peur. C'est vrai que c'est un logiciel qui est assez complexe. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'en découvrir en tout cas les bases, parce que avant de vouloir produire de très belles images et gérer les belles couleurs, de nos belles prises de vue de nos voyages, il faut déjà comprendre un peu le fonctionnement de base. Et le principal outil, la première chose qu'il faut à tout prix maîtriser, ça c'est essentiel, c'est le fonctionnement des calques sous Photoshop. Si on n'a pas compris comment fonctionne Photoshop à travers les calques, on ne pourra pas avancer. Donc il faut créer une base solide de connaissance de Photoshop avant de vouloir aller un petit peu plus loin. Donc c'est très important. C'est pour ça que cette vidéo qui dure, je crois, 35 minutes, peut-être un petit peu plus, abordera. Donc, nous, on vous a annoncé lors des communications qu'on allait aborder justement la compréhension et la maîtrise des calques sous Photoshop, mais on vous a rajouté un petit bonus, puisque avant d'aborder la partie calque, on va aussi découvrir comment architecturer, enfin, comment paramétrer, comment organiser votre espace de travail avec les différents volets qu'on va découvrir ensemble. Donc ça, c'est un plus qu'on vous a rajouté. Tout à fait. Ce que j'ai pas dit dans ta présentation, c'est que Antonio, il a plusieurs cordes à son arc. Il fait du portrait, il fait beaucoup de paysages. On a aussi eu la chance de faire ensemble des photos de street art, donc du voyage, des choses comme ça. Et c'est intéressant les photographes qui ont plusieurs cordes à leur arc et qui ne sont pas cantonnés dans un seul style. Alors, si tout le monde est OK, on va attendre encore un tout petit peu que tout le monde se connecte. Bon, là, on est à Euh, combien? 300, je crois. ou un peu plus. Hein. Il faut que le temps que les personnes arrivent, etc. La vidéo, Voilà. ouais, fait à peu près 35 minutes, donc il y a pas, il y a de quoi découvrir, donc c'est quand même pas mal. Et après, on passera justement aux questions-réponses. Donc, il y a une question d'ailleurs qui est importante. Est-ce que la session sera enregistrée? Donc là, je vais remettre aussi ma caméra. Donc, cet événement
il est enregistré. Donc, on va le diffuser en live évidemment ce soir. C'est enregistré. Donc, demain, vous allez recevoir un email avec le lien pour le replay, pour le regarder à nouveau. Mais il y a aussi les gens qui auront raté le live, donc ils pourront avoir accès à la vue en différé. Mais on n'a pas fait que ça. Dans l'email que vous allez recevoir, il y aura tout un jeu d'informations. D'abord, Antonio vous a préparé sa présentation, mais il a pris spécifiquement 2 fichiers, et ces fichiers, on va les partager avec vous à la fin. Donc demain, vous allez recevoir les 2 fichiers qui ont été utilisés pour cette présentation. Ce qui fait que si jamais vous voulez voir ce webinaire en replay, eh bien vous avez les fichiers exactement qui ont été utilisés pour faire les exercices qu'Antonio va vous présenter. Donc si jamais vous avez envie, vous regardez en replay avec les fichiers TIFF et vous allez faire vos retouches exactement comme un entraînement avec les instructions qu'Antonio vous donnera si ça vous intéresse. On vous enverra aussi, on a fait un petit peu en s'inspirant des classiques de la FNAC d'il y a quelques années, des fiches comparatives de tous les produits. On a très souvent des gens qui nous demandent ah oui, mais pour les chartes, laquelle est bien pour moi? Est-ce qu'il me faut plutôt la petite, plutôt la grande? C'est laquelle pour la macro, etc. Et pour les sondes, on nous demande régulièrement oui, mais c'est quoi la différence entre la Color Checker Display Pro et la Color Checker Display Plus? Donc, plutôt que de répondre dans les détails là-dessus, vous avez fait des fiches PDF très complètes avec tous les éléments pour vous permettre de choisir. Et on a fait la même chose avec la gamme des écrans BenQ SW, puisque cet événement, il est organisé par l'UMESCA, mais aussi grâce à des fabricants qui sont notamment BenQ pour les écrans de retouche photo BenQ SW. Voilà, sans plus attendre, sauf si tu as quelque chose à rajouter, Antonio, je vais peut-être Oui, lancer. quand je regarde un peu les questions, les petits messages que vous nous laissez dans la partie questions-réponses, une personne vient d'écrire que souvent on parle de Lightroom et que cette personne est un peu. Il y a une certaine appréhension quand on veut s'intéresser à Photoshop. Et c'est vrai que Photoshop est un logiciel, encore une fois, qui peut paraître compliqué, mais il n'y a pas besoin non plus de se mettre la pression à vouloir maîtriser 100% de Photoshop. Moi, actuellement, il faut savoir que ça fait 17 ans que je bosse avec Photoshop. C'était mon métier pendant 17 ans. J'ai fait 8 heures par jour de retouche pendant 5 jours toute l'année. C'est-à-dire que je maîtrise quand même pas mal Photoshop, malgré qu'il ait évolué et qu'il évolue encore. Mais on n'a pas forcément besoin d'apprendre la totalité de Photoshop. Il faut apprendre les bases. Et moi, actuellement, pour ceux qui connaissent mon travail de photographe, j'utilise quoi? À peine 20% des capacités de Photoshop pour sortir les photos que je vous propose. Donc, il n'y a pas forcément besoin de tout apprendre. Apprenez l'essentiel. C'est comme, voilà, vous prenez les outils essentiels vous permettra déjà de faire de très belles choses. Et c'est pour ça que la première phase, la première partie, c'est comprendre le fonctionnement de Photoshop. Les bases, donc les calques, etc. Après, il y a une phase d'apprentissage, il y a du travail, puisque n'oublions pas que c'est un logiciel professionnel, hein, c'est pas un logiciel, c'est pas un logiciel gadget, hein. Il y a forcément un vrai engagement de chacun, mais ce qu'on va vous proposer de découvrir, ce sont les bases. Déjà, maîtrisez ça. N'oubliez pas que vous avez la possibilité, Hervé l'a annoncé, et on vous confirmera la possibilité de télécharger les visuels que j'ai réalisés à New York pour refaire du pratico-pratique, refaire les Voilà. manipulations avec la vidéo. Et ça, c'est très important. Les calques, ce sont les bases de votre. Après, à vous, peut-être que Photoshop ne vous conviendra pas. Après, il faut aussi se dire par rapport à Lightroom, parce que beaucoup de gens me posent la question, on peut déjà faire d'une très belle carrière de photographe uniquement avec Lightroom. Photoshop est un logiciel pour les créateurs, ceux qui ont besoin d'aller un petit peu plus loin. Moi, je rentre dans Photoshop quand j'atteins les limites de Lightroom et que j'ai besoin d'aller un petit peu plus loin. Là, je passe sur Photoshop. Il faut bien comprendre les choses. Lightroom, c'est pour les photographes. Photoshop, c'est pour les créatifs. Et Photoshop est un outil très performant qui dépasse les limites de la création proposée par Lightroom. Bien que Lightroom, avec les dernières évolutions, nous permet déjà d'aller très très loin. Très bien. Voilà. Donc, je vais lancer. J'explique simplement un dernier truc. Pendant la vidéo, nous, on reste présents. Si vous posez des questions, bien sûr, on ne va pas y répondre pendant la vidéo parce que ça perturberait la vidéo parce qu'elle est vraiment fabriquée pour que vous ayez un cours. Par contre, on va noter les questions et on pourra les traiter éventuellement dans la session questions-réponses. Moi, je suis votre modérateur et je vais faire un tri et je vais préparer les questions qu'on posera à Voilà. Antonio dans la dernière partie. Je lance. C'est parti. À tout à l'heure.
tu peux fermer ta fenêtre si tu veux. Nous voici donc dans Photoshop et dans un premier temps, j'aimerais partager avec vous comment j'ai organisé mon espace de travail car on peut personnaliser Photoshop selon son activité, que l'on soit web designer, concepteur 3D, peintre, photographe, puisque on a par défaut d'ailleurs des modules d'organisation proposés par Photoshop, ils sont ici. On va sur Fenêtre, Espace de travail, et là on a par défaut, donc pour les concepteurs 3D, mouvement, peinture, photographie, graphique et web designer. C'est-à-dire qu'en fonction de son activité, on va prendre des outils qui vont être axés principalement à l'activité qu'on va choisir. Alors, ce qui est intéressant dès le départ, c'est d'enlever les outils qui ne nous sont pas forcément utiles et de réorganiser cet espace de travail selon sa pratique photographique. Alors moi personnellement, j'ai simplifié au maximum. C'est-à-dire que, vous voyez, si on regarde au niveau de mes volets, j'ai histogramme ici, qui me permet donc de vérifier l'histogramme au niveau de mon image pour éviter les excès. Information, important, pour avoir des relevés de valeur, que ce soit des correspondances RVB ou lab, ou on peut aussi personnaliser ici. On peut par exemple mettre CMJN, c'est-à-dire qu'on peut choisir en fonction, donc encore une fois, de sa pratique. Si je vais par exemple sur le ciel bleu ici, on a sur la droite la valeur RVB avec sa correspondance 4 couleurs. C'est-à-dire que si on travaille à la fois pour du partage web, soit pour des impressions RVB, et qu'on travaille aussi en parallèle pour une impression offset, CMJN, donc encre pigmentaire, on ne parle plus de lumière, on peut avoir aussi la correspondance CMJN, ce qui est plutôt intéressant. Si on double-clique dessus, on ferme le volet, voilà, parce qu'on n'en a pas forcément besoin. Hein. Ensuite, j'ai en dessous deux choses qui sont très importantes, les calques qu'on va découvrir ensemble, et à côté les tracés vectoriels. Alors, on ne va pas bien sûr aborder tout ce qui est tracé, puisque à lui seul, c'est un sujet qui est extrêmement complexe, donc il faudrait beaucoup plus de temps que ça. On va surtout axer notre découverte sur la manipulation des calques. Et ensuite, vous avez ici donc la partie histogramme. En dessous, vous avez source de duplication qui correspond donc à l'outil tampon, etc. Les paramètres donc de réglage de mon pinceau, tampon, tous les outils d'intervention pixel, de traitement de l'image. Vous avez ici la partie qui correspond à la gestion des polices. On va aborder aussi le thème police avec donc choix de la police ici. Vous avez la taille de la police, l'interlettrage et l'interlignage. Donc tout ça, ça c'est pareil, c'est un sujet à lui seul. On peut gérer aussi les paragraphes avec ferré à droite, ferré à gauche, central, etc. En dessous, on a tous les réglages donc possibles de l'image avec les courbes, les niveaux. Il y a quand même pas mal d'outils. On continue, donc ici, c'est les documents, les propriétés de documents, c'est-à-dire que l'image qui est ouverte à l'écran, on est sur 3000 pixels sur 2000, dans un espace RVB, en 8 bits par couche, vous voyez. Et on a plein d'informations au niveau de la gestion des grilles, etc. Et si on continue, on a ce qu'on appelle donc les couches RVB. Là, on est sur 3 couches, puisque on est dans l'espace lumière, rouge, vert et bleu, et bien sûr, le composite RVB qui nous permet d'afficher l'image. Si on était, par exemple, en 4 couleurs, si je basculais cette image vers un espace pigmentaire CMJN, j'aurais donc 4 couches, cyan, magenta, jaune, noir. Donc ça, c'est l'organisation qui est la mienne, c'est pas forcément la vôtre, c'est à vous de choisir selon vos besoins. Mais si vous voulez rajouter par exemple des volets ici, on va faire une manipulation, vous allez sur fenêtre, par exemple si je veux un nuancier, donc par exemple forme ici, hop, vous voyez, ça apparaît automatiquement ici, au niveau donc du panneau, enfin du panneau latéral. Si je clique sur le volet, je reste appuyé, je tire dessus, je peux décrocher. Si j'appuie sur la petite flèche, je vais le supprimer, mais après je peux le déplacer, le mettre par exemple en dessous, ici. Imaginons tout simplement parce que ça fait encore une fois partie de ma pratique photographique. Mais là on va l'enlever, donc je tire dessus, et j'appuie sur la petite flèche ici, et donc ça disparaît. Autre chose qui est intéressante, si je clique là-dessus, vous voyez, ça ouvre le volet historique. Si je descends, ça ferme automatiquement les autres. C'est-à-dire que en appuyant sur CTRL-clic ou clic droit sur votre souris, vous pouvez activer réduire automatiquement le panneau d'icônes. On va recommencer. Vous voyez, à chaque fois que je clique sur un panneau, ça ferme automatiquement l'autre, ce qui est plutôt pratique. On va venir cliquer juste ici au-dessus. Vous voyez, là, CTRL-clic
ou clic souris sur la clic droit. Hop, et on peut donc réduire automatiquement les panneaux d'icônes, ce qui est plutôt intéressant. Ça permet donc, regardez, par exemple celui-ci est ouvert, si je clique sur l'image, ça le ferme automatiquement. D'accord? Donc ça, c'est l'organisation globale. Vous pouvez aussi, bien sûr, on va reprendre un autre volet, par exemple, imaginons navigation. Je peux le prendre, vous voyez, je clique sur le mot navigation, je reste appuyé sur ma souris ou sur mon stylet, et je peux venir le glisser à côté. Hop, ça apparaît donc en troisième volet. Donc j'ai trois volets, histogramme, information, navigation. Je peux donc, grâce à ce panneau, et particulièrement grâce à ce curseur, zoomer sur l'image, vous voyez, déplacer la petite fenêtre soulignée par le filet rouge pour aller sélectionner une partie de l'image, zoomer, dézoomer, et si j'appuie sur la touche espace de mon clavier, j'ai une petite main qui apparaît, qui me permet, donc en restant appuyé sur la touche clavier, donc la touche espace, en appuyant sur ma souris et mon stylet, de pouvoir déplacer l'image. Voilà. Je peux aussi, en utilisant les raccourcis clavier, commande donc, ou contrôle. Alors commande c'est pour Mac, contrôle c'est pour PC. Donc commande moins dézoomer ou contrôle moins. Bien sûr, encore une fois, si je vous rappelle, la touche commande c'est pour les Mac, la touche contrôle c'est pour les PC, c'est l'équivalence. Commande ou contrôle moins de zoomer, commande contrôle plus de dézoomer. Vous voyez, ça permet, en restant appuyé sur la touche commande ou contrôle de votre clavier, en appuyant sur plus ou moins de votre clavier, de pouvoir zoomer ou dézoomer. On prend la barre espace et on déplace. Vous voyez, c'est assez facile de pouvoir se déplacer. Ou alors on utilise l'outil qui correspond à la navigation en déplaçant donc le cadre souligné en rouge et d'utiliser le zoom sur cette partie-là. Si on veut fermer ce volet, on clique dessus et ça le ferme. Par exemple, là je suis zoomé à 67%. Si je fais commande ou contrôle 0, ça me permet de mettre l'image en plein écran et commande contrôle moins de dézoomer un peu pour revenir un peu au statut global et avoir une vision vraiment générale de l'image. Donc ça, c'est à peu près comment organiser ça. On a bien sûr sur le côté ici tous les outils donc d'intervention sur l'image, les outils pinceau, on a les outils de recadrage, tout ça. Donc bien sûr, on ne va pas tous les développer, on n'a pas le temps pour ça. Mais en tout cas, c'était vraiment intéressant de découvrir un peu comment j'ai architecturé mon espace de travail, donc via Photoshop. Et cet espace de travail, ensuite, quand il est personnalisé, alors après, encore une fois, c'est à vous de le personnaliser selon vos besoins. On n'a pas tous les mêmes besoins. Moi, je sais que uniquement calque, tracé, histogramme, information et les outils qui sont ici me suffisent très largement à ma pratique, donc photographique en tant que retoucheur aussi. Et quand vous avez défini votre espace de travail, vous pouvez l'enregistrer. Vous allez sur Fenêtre, espace de travail, vous voyez ici, et vous allez, pardon, espace de travail. Donc là, mon espace de travail s'appelle Antonio Photo, mais vous pouvez organiser votre propre espace de travail, nouvel espace de travail. Vous l'appelez mon espace, par exemple, tout simplement. Vous voyez, vous activez la mémorisation des raccourcis clavier, des menus, des barres d'outils. Donc c'est-à-dire que l'ensemble de votre espace de travail sera enregistré et vous faites enregistrer. Si par exemple vous êtes en binôme sur le même poste de travail, puisque on peut arriver dans une activité professionnelle d'avoir plusieurs personnes sur le même ordinateur, vous pouvez passer d'un espace à l'autre. Vous allez sur Fenêtre, espace de travail et vous avez donc ici mon espace, le vôtre et le mien. C'est-à-dire qu'on peut passer de l'un à l'autre en personnalisant encore une fois l'espace de travail. Donc ça c'est vraiment très important dès le départ quand on commence sur Photoshop, quand on est débutant, de définir ses besoins et de mettre sur le côté les volets ou les outils qui vont nous permettre donc d'adapter cet espace de travail à votre pratique photographique. Pour en rajouter sur la barre latérale, encore une fois, vous allez sur Fenêtre et vous avez énormément donc de possibilités. Par exemple, je n'ai pas de volet correspondant au script, donc script ou action qui sont ici puisque je n'en utilise pas. D'accord? Dernière petite astuce très intéressante, ici, vous avez une petite flèche. Vous avez par exemple ici, pour l'instant, on a une information Adobe RGB 98 en 8 bits. Si on clique dessus, on peut définir l'information, ce petit cartouche avec une information précise, nombre de calques, fichiers de travail, échelle, documents. Après, à vous de choisir. Moi, personnellement, je préfère utiliser l'information profil du document, car ça me permet d'avoir une vision directe sur l'espace colorimétrique intégré à cette image, l'espace dans lequel je travaille. Alors, encore une fois, c'est un thème qui
à lui seul est assez conséquent. Si vous êtes intéressé par tout ce qui est gestion d'espace, colorimétrie, etc., encore une fois, vous avez mon site dédié à la formation photo, www.j'adoreLaPhoto.com, où vous trouverez largement ce qu'il vous faut pour vous former sur cet aspect-là, très important. Donc ça permet ici de savoir dans quel espace colorimétrique on va travailler, car dans certaines situations, c'est quand même très important d'avoir cette information. Autre information tout aussi importante, quand on est photographe passionné, amateur ou professionnel, qu'on est en recherche de rendu couleur très précis, dans le but bien sûr d'imprimer nos prises de vue sur des beaux tirages, faire en sorte que le tirage soit le plus fidèle au rendu de nos images sur nos écrans, il est très important, vous le savez, en tout cas pour ceux qui suivent mon activité de formateur, il est très important de travailler sur des écrans parfaitement calibrés. Si votre écran n'est pas calibré, l'image que vous regardez sur votre écran n'est pas affichée selon ses valeurs RVB, ses valeurs lumière, mais selon les défauts donc de celui-ci. Et donc très important donc de calibrer nos écrans. Alors pour calibrer mes écrans, j'utilise bien sûr les produits de la marque Calibrite et on a ici une alerte justement, oui, le petit carré rouge. Je clique dessus, c'est que le logiciel donc de calibrage m'alerte tout simplement qu'il faut penser à calibrer mon écran. C'est-à-dire j'ai une alerte tous les mois, tous les 30 jours, je calibre mon écran. Donc là, je suis sur un écran BenQ SW271C qui équipe mon studio. Et donc là, l'alerte me dit, voilà, un rappel de caractérisation, pensez à recaractériser votre écran de travail. Donc ça, c'est très important, je le répète. Si vous travaillez sur des écrans qui ne sont pas calibrés, en réalité, tout votre travail de recherche précise de la couleur est totalement faussé. Voilà donc pour la présentation globale de mon espace de travail. On passe maintenant à la découverte des calques. Alors Photoshop est un logiciel professionnel dédié à la gestion de l'image numérique, que ce soit de la gestion couleur, contraste, ajustement donc très précis de l'image, ou que ce soit même de la création pure, puisque Photoshop est avant tout un logiciel dédié à la retouche numérique, c'est-à-dire qu'on peut quasiment partir d'une page blanche et créer une photo exceptionnelle. C'est vrai que c'est un outil vraiment dédié à la retouche. J'ai pendant 18 ans bossé avec ce logiciel en tant que retoucheur professionnel, c'est-à-dire 8 heures par jour, 5 jours par semaine pendant 18 ans, et je n'ai pas encore atteint ses limites. C'est vrai que c'est un logiciel vraiment très performant au niveau de la création numérique. Alors oui, bien sûr, c'est un logiciel, encore une fois, professionnel, donc très complet, mais quand on débute avec ce logiciel, il faut dans un premier temps comprendre son fonctionnement de base, basé sur la gestion des calques. J'ai d'ailleurs un exemple concret à vous proposer. On va aller sur cette création numérique. On parle de création numérique puisque c'est une image qui est entièrement conçue, donc à travers des prises de vue de base, bien sûr, de qualité, mais ensuite il y a tout un travail de retoucheur. Et je suis parti donc de cette prise de vue de base. Alors si vous appuyez sur la touche Alt de votre clavier en restant appuyé, clic sur l'œil, vous voyez, hop, ça désactive tout le reste. Et donc là, on visualise donc la prise de vue de base réalisée sur le quartier de la Défense, la tour des Deux. Ensuite, il y a eu tout un travail donc de retoucheur pour obtenir ce résultat final. La base, la voici, résultat final. Et donc tout ce que vous voyez ici, tout ce qui est là, ce sont les fameux calques. Il faut imaginer que quand vous travaillez sur Photoshop, vous travaillez comme, il faut imaginer que c'est un millefeuille. Vous avez la prise de vue de base, celle-ci, qui peut correspondre au petit biscuit, et ensuite on va ajouter comme des couches de crème, des couches de pâte feuilletée, etc. Donc il n'y a pas de limite, hein. On peut faire un millefeuille de 10 cm de haut comme un millefeuille de 2 cm, puisque des fois on peut avoir des interventions relativement simples sur une prise de vue. Donc soit, je sais pas, ajustement des couleurs, ajustement des contrastes, mais on peut aller beaucoup plus loin avec des montages, des photomontages très complexes. Donc il n'y a pas de limite au niveau de la création numérique. Donc il faut vraiment concevoir, enfin il faut vraiment intégrer la notion de millefeuille. On commence par le biscuit, cette prise de vue de base, et ensuite on va rajouter petit à petit des couches les unes au-dessus des autres. On appelle ça les fameux calques. Maintenant je vous propose un peu de découvrir sur la base de cette prise de vue de New York comment les créer, comment les gérer pour vraiment intégrer ces notions de calque. Quand on commence directement sur une prise de vue, on a forcément déjà un premier calque, le calque de base, on l'appelle l'arrière-plan. On va dire que ça correspond au biscuit de notre millefeuille. Et celui-ci, d'ailleurs, vous remarquerez, il y a un petit cadenas, c'est-à-dire qu'il est verrouillé. On ne peut pas le déplacer. On peut, par exemple, intervenir dessus pour supprimer un élément, mais on ne pourra pas le déplacer. Si j'utilise l'outil déplacement qui est ici, et que j'essaie de déplacer, ça ne fonctionne pas, car il est verrouillé. Vous voyez, le calque sélectionné est un calque d'arrière-plan. Si, par exemple, je dois déplacer l'image, la repositionner, on va devoir le déverrouiller. Pour ça, on double-clique dessus.
on va l'appeler base de travail. Ah, il manque un petit A, le voici, base de travail. Et donc maintenant, je peux déplacer l'image. D'accord? Ça, c'est très important. Règle très importante quand on travaille sur une prise de vue, qu'on soit photographe ou retoucheur, il faut toujours préserver notre base de travail. Car on ne sait jamais. Une intervention, n'importe quelle intervention sur cette prise de vue peut être remise en question dans une semaine ou dans un mois, soit par vous, soit par un client. Et donc, il est très important de préserver donc notre base de travail comme référence, donc de départ, et aussi au cas où demain il y a une remise en question d'une intervention, de pouvoir repartir sur sa base de travail. Et c'est là tout l'intérêt des calques, donc de ce millefeuille de calque, car si un calque d'intervention ne convient plus au niveau du choix final de l'image, on va tout simplement le supprimer et on récupérera donc l'image dans son statut natif. Ça, c'est très important. Donc pour commencer sur cette prise de vue, je vous conseille toujours, dans un premier temps, de réaliser un dupli donc de votre base qu'on va ensuite modifier. On vérifie qu'on est bien sur le base de travail, donc en cliquant dessus. Pour vérifier que le calque d'intervention est sélectionné, on a les petits filets blancs, vous voyez, ici, tout autour. Ça veut dire qu'on est actif sur ce calque-là. Donc, je clique dessus et je vais aller ici. Je vais aller sur dupliquer le calque, que je vais appeler dupli, tout simplement. Ce sera tout simplement duplication. Allez hop, on va mettre duplication. Et ça fait que tout mon travail sera fait dessus. Je peux désactiver l'affichage donc de ma base de travail comme sauvegarde en cliquant sur l'œil. Ça veut dire que cette image n'est plus active. Elle est donc toujours dans mon élément, mais elle n'est plus visible. Toujours dans l'idée de préserver sa base de travail, puisqu'on ne sait jamais. Demain, on peut remettre en question une intervention. Imaginons par exemple sur ce calque dupli, on va zoomer ici, on prend l'outil zoom. Alors je vais essayer d'utiliser le moins possible donc les raccourcis clavier, car on est dans une notion de découverte du logiciel, mais c'est vrai que les raccourcis clavier sont quand même très intéressants de les maîtriser car on gagne beaucoup de temps. Pour l'instant, on va utiliser l'outil loop qui est ici. On va aller zoomer ici. Donc je clique. J'appuie sur la barre espace du clavier, donc pour avoir la petite main. Je déplace et là, l'idée c'est de supprimer donc ce policier qui est coupé. Donc un élément coupé n'est pas très intéressant dans une composition. On va faire ça tranquille. On va tout simplement prendre l'outil pièce qui est ici, outil correction localisée, et on va venir couvrir la zone à supprimer. On va même supprimer ce petit filet. Et là, l'intelligence artificielle va faire son rôle. Voilà, ça a supprimé. Commande pour Mac ou contrôle pour PC, donc commande ou contrôle 0 pour afficher l'image dans son ensemble. Si vous voulez dézoomer, c'est commande ou contrôle moins pour donc repositionner l'image au centre de mon écran. Vous voyez, on peut réactiver l'original en appuyant sur l'œil. Et si on compare, oui, hop, j'ai bien supprimé le policier. Et ça veut dire que si demain, par exemple, mon client me dit, ou moi-même, ah c'est bête, on n'aurait pas dû supprimer le policier, c'est pas un problème. On prend le calque, on le met à la poubelle et on récupère l'image dans son statut d'origine. C'est très important de bien intégrer ces notions, de se préserver du doute ou de la remise en question d'une intervention. On a donc deux calques. Calque pixel, c'est très important, puisque quand on parle de calque, on parle de différentes familles. Nous avons les calques pixels, c'est-à-dire que les calques qui intègrent donc du contenu, des images, des valeurs bendées, etc. Et ensuite, on a les calques qui sont les calques de réglage, qui n'ont pas de données pixels. Donc, ce sont les calques qui vont permettre de régler l'image sur sa couleur, sur ses densités, mais ce ne sont pas les calques pixels. Par exemple, imaginons que je veuille réchauffer un peu l'ambiance de cette prise de vue, donc la rendre un petit peu plus chaude. On va aller ici, sur les calques de réglage. Alors, tous les calques qui sont créés à partir des calques de réglage, ce ne sont pas des calques pixels, ils n'ont pas de contenu, ils n'ont pas de poids. C'est uniquement des calques de réglage, c'est des informations, ce sont des ordres, mais ils n'ont pas de contenu. Imaginons maintenant que je veuille tout simplement réchauffer un peu mon image. Je vais aller sur courbe, ici. Alors bien sûr, je ne vais pas développer tous les outils puisqu'il nous faudrait beaucoup plus de temps que ça. Mais là, on est vraiment sur une notion de découverte. Après, à vous, si vous avez envie et si vous êtes motivé pour ça, d'aller un petit peu plus loin dans le sujet. Mais là, on est vraiment dans une notion de découverte. Je vais aller sur donc, la couche du bleu. Je vais baisser le bleu pour jaunir un peu mon ambiance. Et ensuite, je vais rajouter du rouge. Voilà. Regardez, pour retrouver un peu cette notion un peu de couleur vintage, de vieille péloche vieillie, vous voyez, avant, maintenant. Ça veut dire que
le calque que j'ai créé, qui s'appelle courbe 1, c'est un calque de réglage qui n'a aucun contenu pixel. Ce n'est pas du tout un calque pixel comme c'est le cas des deux calques précédents. Dans ces calques de réglage, si on revient sur l'outil et on reste positionné dessus, on va voir apparaître un message. Créer un calque de remplissage ou de réglage. Il y a différentes familles. Si on clique dessus, on a tout ce qui est calque de réglage, donc qui permettent de gérer la colorimétrie, donc les contrastes, etc. Donc on a vibrance, teinte, balance des couleurs, noir et blanc, on a quand même pas mal. Mais on a aussi les calques de remplissage qui nous permettent par exemple de créer un bendet. Imaginons que je veuille créer un bendet sur la partie gauche de l'image pour intégrer une autre image. On peut aller sur couleur unie. Hop. On va choisir une couleur qui nous intéresse. Moi, je vais prendre tout simplement le noir. D'accord, à la plat. Je fais OK. Donc là, vous remarquerez qu'on ne voit plus l'image. Et ça, c'est très important d'intégrer ces notions-là. Les calques de remplissage, que ce soit les calques de remplissage valeur bendet, donc définir une couleur ou une autre image. Comme on est sur une notion de millefeuille, le calque supérieur va masquer le calque inférieur. D'accord? Donc là, comme j'ai un calque de remplissage basé sur un noir à plat, il masque totalement l'image. Et c'est ça qui est très important. Les millefeuilles, et ça c'est logique, quand vous regardez votre millefeuille depuis le haut, si vous rajoutez une couche de crème, mais vous masquez le feuilleté en bas. Et donc là, c'est très important d'intégrer ces notions de calque, donc de superposition de calque. Autre notion qui est très importante au niveau de la gestion des calques, vous remarquerez que à chaque fois que j'ai créé un calque de réglage, que ce soit le calque courbe en dessous ou celui-ci, donc le calque de remplissage en noir, j'ai à chaque fois un pavé blanc. Alors ce pavé blanc correspond donc au masque de fusion. Quel est le rôle au masque de fusion? Alors encore une fois, je ne vais pas pousser le sujet trop loin, puisqu'il nous faudrait des heures pour ça. Mais le masque de fusion va nous permettre tout simplement de protéger ou de bloquer une certaine partie de ce calque. Imaginons maintenant que mon client me demande ou que je décide de créer un pavé gris. D'ailleurs, on va désactiver l'affichage de ce calque de remplissage. On va cliquer sur l'œil, vous voyez, hop, il est toujours présent, mais il n'est plus affiché, il est désactivé. Imaginons que mon client me demande de créer un pavé sur la partie gauche de l'image, sur la base de ce calque de remplissage, je vous le rappelle, rempli à 100% de noir. Et donc pour réaliser ce pavé, on va tout simplement utiliser le masque de fusion pour bloquer une certaine partie de ce calque de remplissage. On va aller vérifier qu'on est bien actif sur le masque de fusion, ici, avec les petits filets blancs. On va aller prendre un outil sélection, rectangle de sélection. Je vais définir la taille de ce pavé, ici. Voilà. Hop. J'ai défini la taille de mon pavé gris, après si le fond l'ajustera, et maintenant je vais utiliser les masques de fusion pour faire disparaître, donc au-delà de cette délimitation qui est définie par ce filet scintillant, faire disparaître le noir, enfin on va pas dire le faire disparaître, c'est-à-dire qu'il ne sera plus affiché, mais il sera toujours existant, et ne faire apparaître qu'en fin de compte que le pavé est défini par ma sélection. On va donc utiliser les masques de fusion. Les masques de fusion, il est forcément basé que du noir et blanc. On peut travailler soit du noir, soit du blanc, soit du gris. Et donc en remplissant ce masque de fusion, donc tout ce qui va être noir va bloquer l'affichage donc de mon pavé noir, et tout ce qui va être blanc va le laisser donc encore une fois visible et actif. Je vérifie bien que sur mon sélecteur, je suis bien sur le noir, c'est ce qui va définir la couleur donc de remplissage de mon masque de fusion, et je vais aller sur édition, remplir, couleur de premier plan, et je fais OK. Si on regarde le masque de fusion, il y a un pavé noir et donc on voit apparaître l'image. Tout ce qui est blanc donc ne bloque pas l'affichage de mon calque de remplissage, de ma valeur noire à plat, et donc forcément ça masque l'image. On est sur un millefeuille. C'est comme une fenêtre ouverte sur la photo qui est en dessous. Sauf que moi je voulais à la base, je vous le rappelle, donc créer un pavé gris en affichant le reste de l'image. Donc là c'est pas le cas, mais c'est pas un problème. On va déjà dans un premier temps désélectionner la sélection, vous voyez, elle scintille toujours, c'est-à-dire qu'elle est toujours active. On va faire commande ou CTRL D. Et là, on va aller sur le masque de fusion et on va le négativer. Donc commande ou CTRL I. Encore une fois, commande pour Mac, CTRL pour PC. Et hop. Donc là, on a bien le pavé noir. Si je désactive l'affichage, on a bien l'image en dessous. C'est-à-dire que c'est une couche, c'est un calque qui vient se superposer au reste de l'image sans la détruire. Et ça, c'est très important. Et ça veut dire qu'encore une fois, cette notion de calque est très intéressante, puisque si par exemple le pavé ne me plaît pas, ou si par exemple l'existence de ce pavé est annulée, c'est pas un problème, on prend le calque et on le met à la poubelle. Et ça, c'est très important. Maintenant que j'ai défini donc la taille de mon pavé, encore une fois, c'est très important. Si vous regardez le masque de fusion, tout ce qui est noir bloque l'affichage.
Ce qui est blanc laisse passer l'affichage, donc mon calque de remplissage noir. Mon client et moi-même avons décidé non pas de créer un pavé noir à plat, comme c'est le cas, mais plutôt un pavé gris en transparence. Et donc on a aussi la possibilité sur les calques de jouer sur son opacité. Ça se passe ici. Vous voyez là on est à 100%. Je clique sur la petite flèche et là je descends. Et vous voyez, hop, je vais définir de l'opacité de mon calque. On peut aussi entrer directement cette opacité. On clique sur 37% et on va mettre 40%. Voilà. On vient donc de créer un pavé gris en transparence qui vient se superposer au reste de l'image, encore une fois, comme un millefeuille. On a, dans un premier temps, découvert les calques de contenu pixel, calque image, calque de remplissage. On a aussi découvert les calques de réglage, comme c'est le cas de celui-ci, avec la courbe qui nous a permis de réchauffer. Alors vous l'avez remarqué, il y a quand même pas mal, il y a quand même pas mal de possibilités pour ajuster très précisément l'aspect couleur, aspect contraste de nos images. Mais on a aussi la possibilité de créer des calques avec des logos et du texte. On pourrait très bien intégrer à cette composition les trois lettres de New York City. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va aller ici, outil texte, on clique dessus, outil horizontal. Et là, on va aller cliquer un peu n'importe où parce qu'après, on va pouvoir le réajuster. Je clique ici. On va définir de sa couleur. Pour l'instant, il est blanc. On pourrait très bien mettre du rouge, prendre l'ascenseur ici, mettre du bleu, mais on va rester sur le rouge, le blanc, pardon, je pense que c'est pas mal. On va aller donc dans l'angle. On est bien sur 3 fois 255, donc on est blanc pur. OK. Je peux définir de la police ici. Vous voyez, il y a toutes les polices possibles. Donc on va rester sur, on va prendre de l'Helvetica, on va prendre du bold, et on peut jouer aussi sur la taille de la police. Donc là on va mettre du 200, on verra bien après. Oui, c'est un peu grand. Donc on va tout simplement mettre du 100. Et après on va pouvoir récupérer donc la taille elle-même sans problème. Donc là je suis bien donc 100 points au niveau de la police. Helvetica Bold. Je tape mon texte, New York City. Et là je clique sur donc l'outil de placement pour valider mon texte. Donc là j'ai bien créé un calque avec New York City. D'ailleurs il est identifié. Si pour X raison il faut modifier par exemple l'engraissement de la police, on peut double-cliquer dessus et revenir, donc prendre par exemple du régular, c'est pas un problème. Je revalide. Ensuite on peut, grâce à l'outil déplacement qui est ici, oui, outil déplacement, repositionner le texte là où on veut, ici par exemple. On peut, imaginons que le texte, on trouve le texte un peu trop petit, on peut double-cliquer dessus et agrandir donc la police. Alors, soit vous le faites directement ici, ou alors vous sélectionnez ici, et avec la flèche supérieure, donc vers le haut, vous pouvez, donc en cliquant dessus, agrandir la police pour aller chercher la taille recherchée. Imaginons que ça, c'est parfait, je valide, et je repositionne ici. On peut très bien utiliser l'outil transformation. Donc vous faites commande ou contrôle T, donc qui est l'outil transformation, ou alors il est ici, édition, transformation homothétie. Et là, vous allez sur le point d'accroche et vous pouvez agrandir votre texte et le déplacer pour le positionner exactement ici avec la bonne taille. Vous faites Enter, le texte est validé. Donc là, au niveau des polices, c'est pareil, c'est un thème très complet aussi. Il y a pas mal de choses à faire. On peut mettre des effets, etc. Mais on l'a. En tout cas, on a à ce stade découvert les, on va dire entre guillemets, les trois principales familles de calques, les calques pixels, les calques de réglage, de remplissage. On a découvert aussi les calques texte, mais on peut aussi venir sur la base de cette composition, venir intégrer une seconde image, puisqu'on peut importer des images, donc une autre prise de vue pour venir compléter cette composition. Pour ça, on va aller sur Fichier ici, Importer et incorporer. On va aller chercher la deuxième prise de vue ici. Je fais importer. Et donc là, j'ai la possibilité de déplacer l'image, voyez, de la réduire, donc en prenant un des points d'accroche qui est ici pour préserver l'homothétie. Et là, je réduis et je vais tout simplement définir de sa taille. On va la positionner ici, ce qui est plutôt pas mal, pour pas trop cacher les voitures en bas. Hop. Je valide le positionnement de mon image en appuyant sur la touche Enter. Vous remarquerez sur le calque qu'on vient de créer, donc un calque image, un calque contenu,
il a un symbole supplémentaire ici par rapport aux autres. Ça veut dire que ça, on est dans le cadre d'un objet dynamique, qui est totalement différent par rapport au calque traditionnel. Ça veut dire que si on double-clique dessus, on a accès à l'image séparément. On peut la transformer, la modifier. Alors imaginons par exemple que je réchauffe un peu l'image, comme l'autre. Hein. On va aller sur rouge, on va remonter un peu le rouge, baisser le bleu donc pour monter du jaune. Un peu de contraste global. Voilà, je fais OK. Je valide, commande ou contrôle S, commande ou contrôle W donc pour fermer mon fichier, et automatiquement le PSD est mis à jour. C'est-à-dire que l'intervention pour réchauffer le métro, réalisée directement sur l'image, à part, puisque c'est un objet dynamique, automatiquement cette intervention a été prise en compte et automatiquement sur ce calque donc qui est un objet dynamique, automatiquement cette intervention a été mise à jour. Voilà, vous l'avez certainement compris. Travailler avec Photoshop, c'est avant tout comprendre ces notions de calque, de superposition de calque, cette notion de millefeuille, comme on peut le voir sur cet exemple. Et c'est vrai que ça ouvre pas mal de possibilités au niveau des interventions, qu'elles soient purement d'ajustement de la couleur en tant que photographe, mais aussi bien sûr au niveau des interventions beaucoup plus créatives comme on a pu le découvrir à travers cette prise de vue réalisée encore une fois sur la tour D2 de la Défense avec tout ce travail de création. Les calques, c'est vraiment la base du fonctionnement de Photoshop. Et l'avantage qu'on a aussi avec les calques, c'est qu'on peut bien sûr les déplacer. Imaginons que je veuille placer par exemple ce calque-là au-dessus de mon image, on clique dessus, hop, je déplace et je vais le coller juste au-dessus. On peut par exemple mettre le pavé qui est ici en dessous donc de ma courbe. Ici par exemple si je veux réchauffer donc mon pavé, si vous regardez bien, je vais désactiver ça. Regardez mon pavé, il est relativement gris. Si je clique dessus et je passe mon calque de remplissage en dessous de ma courbe, automatiquement celui-ci paraît plus chaud puisque ma courbe impacte, vous voyez, l'ensemble maintenant. Ça veut dire que cette courbe de réglage va impacter tout ce qui est juste en dessous. Ça, c'est très important. Je vais réactiver la photo qui est ici. Autre notion très importante, c'est l'écrêtage de calque. Imaginons que maintenant, pour X raison, je trouve le métro un peu trop chaud. Je vais me positionner juste là, puisque encore une fois, on est dans la notion de millefeuille. Je vais aller réaliser un calque de réglage basé sur la courbe qui est ici. Et je vais donc casser un peu le monté de jaune dans mon métro. Je vais faire le contraire. Donc, je remonte du bleu et je vais sur le rouge et je descends le rouge. Vous voyez, avant, après. Sauf que là, vous avez tout de suite remarqué que cette intervention-là, bizarrement, touche globalement l'ensemble de ma composition. C'est normal, puisque ma courbe de réglage est au-dessus de tout. On est dans cette notion de millefeuille, c'est-à-dire que tout ce qui est en dessous est impacté par donc cette courbe. Si maintenant je décidais tout simplement, et je vais tout simplement le faire puisque c'est un peu l'idée, je voudrais plutôt que cette courbe de refroidissement n'impacte que mon métro. Donc là, on est dans la notion d'écrêtage. C'est-à-dire que je vais demander à Photoshop, grâce à cette notion d'écrêtage, de faire en sorte que cette courbe donc qui refroidit mon métro n'impacte que le métro lui-même et non pas le reste de ma composition. Pour ça, j'appuie sur la touche Alt de mon clavier et je vais venir me positionner juste au milieu, regardez, et là vous avez une petite flèche qui apparaît. Je clique dessus et hop, regardez. Maintenant, cette courbe de refroidissement n'impacte que mon métro et donc le reste est protégé. Ça s'appelle de l'écrêtage, c'est-à-dire qu'en fin de compte, la petite flèche qui est ici indique que cette courbe de réglage, donc pour rendre mon métro un peu plus froid, n'impacte que l'image qui est liée par cette flèche, donc l'image qui est en dessous. Voilà, j'espère que cet échange autour du fonctionnement de base de Photoshop, basé encore une fois sur la gestion des calques, c'est très important. Pour bien maîtriser Photoshop, il faut bien intégrer ces notions de calque, c'est essentiel. J'espère en tout cas que cet échange vous aura donné envie d'aller un petit peu plus loin au niveau de la maîtrise du Photoshop. Alors certains thèmes, on n'a pas pu les aborder parce qu'il faudrait des heures pour ça. Et d'ailleurs au passage, vous le savez, j'ai mon propre site de formateur www.j'adorelaphoto.com où vous retrouverez bien sûr tout ce qu'il vous faut si vous désirez aller un petit peu plus loin. Je vous propose maintenant de passer aux questions-réponses. Alors, on va revenir. Je vais quitter cette partie.
Eh bien, donc je peux quitter ça un petit instant. Mhm. C'est bizarre. Ça va J'arrive pas à venir. désactiver. Ouais, C'est bon, c'est bon. c'est bon, c'est Voilà. parti. Et je désactive ceci. Voilà. On est à nouveau avec vous. Merci beaucoup pour votre attention. Il y a eu pas mal de questions, donc j'ai collecté les questions qui ont été posées au fil de la présentation d'Antonio. Mais avant de passer à la session questions-réponses à proprement parler, on avait quelques petites questions d'actualité. Tout d'abord, merci pour vos encouragements, parce qu'il y a plein de personnes qui disent merci, ça donne très envie d'aller plus loin. Est-ce qu'il y a un ordre plus indiqué? Tout ça, il y a des questions qu'on va garder Ouais. pour la session questions-réponses. Ouais, parce qu'en plus, j'ai essayé quand même, parce que faut bien comprendre que le Photoshop est un logiciel, encore une fois, professionnel, très pointu. On est vraiment resté sur. Enfin, quand l'idée, c'était vraiment de vous donner un peu le fonctionnement de base. Après, à vous, si vous voulez aller. Il y a des sujets comme les polices, comme les masques de fusion. C'est voilà, il faut savoir que c'est des mois d'apprentissage. Mais en tout cas, vous avez, on va dire, on a à travers ça, vous avez pu découvrir un peu comme le fonctionnement de base. Après, c'est à vous d'aller un peu plus loin si vous avez envie, bien sûr. Tout à fait. Donc, quelques éléments en complément. D'abord, merci beaucoup, c'est très intéressant. Et je pense que vous avez pu profiter de ce qu'on a vu. Pour ceux qui nous ont rejoints au cours de la vidéo, sachez que vous pourrez voir le replay en complet, mais qu'aussi demain, on vous envoie un lien avec les 2 fichiers qui ont été utilisés si jamais vous avez envie de faire les mêmes exercices en pas à pas en regardant à nouveau le tuto qu'a fait Antonio. J'ai une question moi, pour toi, Antonio. Est-ce que tu es au courant qu'il y a une offre spéciale sur les produits Calibrite où on offre en fait jusque fin juin une charte Non. avec les chartes ou avec la sonde, on offre une carte SD 64 Go. Oui, bah oui, parce que comme je fais partie de ceux qui sont abonnés à la newsletter, oui, j'ai su ça, ouais. La carte 64 Go, c'est une extrême apparemment en plus. C'est ça, Et c'est plutôt pas mal puisque les cartes, c'est quand même quelque chose qui est très important. Il faut les changer régulièrement pour éviter qu'elles ne serrent lors d'un. Et d'ailleurs, au passage, une petite astuce. Regardez cette petite boîte. Il y a 8 cartes. Ce sont des cartes, donc ce sont des 16 Go. Mais j'ai fait le choix de 16 Go parce que ça me permet déjà 16 ou 32. Après, ça dépend après la quantité qu'il vous faut. Et surtout, si vous faites du mariage, du reportage, on a, on a plus ou moins besoin de cartes plus ou moins des capacités de mémoire plus ou moins élevées. Mais moi, je travaille, ça c'est une petite astuce, vous voyez, j'ai 8 cartes parce que quand je pars en voyage, je pars rarement plus de 8 jours. Et donc, j'ai une carte par jour. C'est-à-dire que chaque journée de prise de vue, tous les soirs, je change une carte. Carte 1, carte 2, carte 3, donc jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, etc. Pour une très bonne raison, c'est que si jamais j'ai un souci lors de prise de vue, par exemple de la 3e journée, je sais que même si je double tout dans mon boîtier, il faut toujours sécuriser. Surtout quand on est en mode, on n'a pas toujours la chance d'aller dans des destinations paradisiaques pour les photographes. Il faut se sécuriser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc même si je fais qu'une photo, je change de carte, tant pis. Mais au moins, je sais que si jamais j'ai un problème de boîtier, parce que je suis professionnel, donc quand je suis en reportage, des fois, le matériel reste du matériel, même si c'est très compliqué de casser un boîtier ou de le perdre, ou etc. Euh, au moins, je sais que je ne perdrai que la journée en cours. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Je vous conseille de faire comme ça. C'est plutôt intéressant. Donc ça, c'est une offre jusque fin juin de la part de Calibrite avec sur une grande partie des produits, donc, et tu vas nous en dire 2 mots après, donc les chartes Color Checker Passeport Photo, les sondes Color Checker Display Pro, il y a cette offre spéciale, et en plus de ça, je vous le donnerai tout à l'heure, il y a un code où vous pouvez avoir, mais là pour le coup c'est valable que pendant une semaine, jusque fin mai, chez notre partenaire qui participe à cet événement Miss Numérique, vous pourrez avoir 15% de remise en plus de ça sur tous les produits Calibrite.
et pour certains d'entre eux, donc, la carte SD offerte. Pour BenQ, puisqu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé des choses sur les écrans, il y a une offre spéciale toujours chez Miss Numérique et vous pouvez y accéder en utilisant un code spécial que je vous révèle maintenant. Et donc, c'est que pour uniquement pour la semaine qui va s'écouler et donc c'est valable jusqu'au 31 mai. Donc je vous l'envoie. Là. Parfait. Donc ça c'est les offres spéciales. Sur BenQ, il y a une question à laquelle j'aimerais bien qu'on réponde avant que je te propose la deuxième partie. Et je pense que c'est une question qui est très intéressante et pertinente par rapport à ce que tu as montré sur le travail avec Photoshop. Une des questions qui est revenue de plusieurs personnes, c'est est-ce qu'il est possible de travailler en plusieurs écrans avec un écran dédié à l'image pour avoir séparément l'espace de travail, les barres d'outils, les calques sur, par exemple, mon écran de portable. Qu'en penses-tu, Antonio? Alors, c'est une bonne solution. Après, ça dépend de l'espace qu'on a dans le, parce que tout le monde n'a pas un espace dédié comme j'ai la chance d'avoir un studio de prise de vue. Donc, le double écran, c'est intéressant. Mais je conseille, on peut avoir un écran outil, peut-être de moins bonne qualité, puisque les outils, peu importe si l'écran est calibré ou pas. Mais ce qu'il faut en double écran, c'est d'avoir un écran qui est parfaitement calibré. On peut très bien avoir une belle dalle, donc norme art graphique, donc écran BenQ, comme c'est le cas de ce que j'ai à la maison. Et à côté, un écran peut-être de moins bonne qualité ou plus petite taille, uniquement pour les outils. Les outils d'un côté, l'image de l'autre. Après, c'est à chacun de trouver un peu son confort de travail. Moi, je travaille pas en double écran puisque maintenant, moi, je travaille sur des 24 pouces. J'ai même un 32. Je veux dire, il y a déjà de l'espace. Parce qu'en fin de compte, plus on a d'espace, plus on met de bordel. Moi, je pense plutôt, vous avez vu au début de la vidéo, je vous ai partagé un peu mon organisation au niveau de Photoshop, au niveau de mes volets. J'ai pas grand chose, mais j'ai ce qui m'est utile. Et ça, c'est plutôt important que de travailler. Avant, quand je travaillais dans les régies de retouche à Paris pour le monde de la communication, pour le monde du luxe, dans les studios de retoucheurs, on avait tout en double écran. C'est vrai, bon, on a un écran avec les outils, c'est plutôt confortable. Mais après, c'est une histoire de budget, c'est une histoire d'organisation. Et moi, je trouve que même en mono écran, ça marche assez bien. On a Oui. des dalles maintenant. Voilà, on a des belles dalles. 24 pouces, pour moi, c'est là où je me sens mieux. 32 pouces, c'est très bien pour de la vidéo. J'ai un écran 32 pouces aussi Mais là où je toi, fais tu le montage. utilises un 27 pouces en fait. Hein. 27, pardon, 27. Ouais. Non, mais le Que 24 peut 24, être très bien. ouais. Ouais, on peut très bien utiliser deux 24 par exemple, ou un 27 et un 24, mais on n'a pas forcément besoin d'avoir deux écrans de même qualité technique. Celle pour les outils peut être un petit peu plus, un peu moins pointue au niveau de technique. Après, c'est un choix personnel. Mais on peut très bien déporter les outils sur un écran. Donc, un écran outil, un écran image. Voilà. Après, c'est plutôt, Alors, plutôt à chacun de faire ses choix. absolument. Et je pense qu'il y a quand même un point qui est important, c'est que pour un 24 ou un 27 pouces, si quelqu'un a un ordinateur portable, c'est quand même bien de C'est ce que combiner le portable à un deuxième écran, par exemple. Après, en retouche, on peut avoir qu'un seul écran. Est-ce que le moi, code, il apparaît bien là, parce que peut-être que je ne l'avais pas bien rentré le premier coup. Est-ce que vous le voyez? Ah, c'est bon. Désolé. Donc, Miss Numérique, sur la semaine qui s'écoule, il y a 8% de remise sur les écrans BenQ. On parlait du 24 pouces. Par exemple, on est en dessous de 500 € et vous avez un vrai écran professionnel avec calibrage hardware, une dalle qui est mat. Est-ce que c'est utile, Antonio, pour la retouche? de toute façon, oui, les dalles, ça, c'est très. On a déjà abordé régulièrement l'importance de l'écran, puisque là, il faut. Et je veux dire, et on le dit à chaque fois, c'est essentiel. Tout ce travail d'aller chercher des belles images sur le terrain et de mettre ça sur les écrans qui ne sont pas faits pour la retouche photo. Il faut savoir, c'est ce que je dis dans la petite vidéo, c'est qu'à un moment, l'image que vous allez retoucher sur un écran qui n'est pas calibré, c'est une image qui est affichée sur les défauts de votre écran. Ce n'est pas la réalité du fichier, ça c'est très important. C'est pour ça que je reviens sur les écrans. Il faut des beaux écrans. Moi, voilà, là, actuellement, je suis sur un 27 pouces, non pas un 24.
Parce que le 24, c'est ce que j'utilise pour mes formations quand je suis en présentiel, quand je voyage. J'ai un 24 pouces avec moi. Mais moi, j'ai un 27 et un 32. Le 27, pour moi, c'est le module le plus confort possible pour un photographe. Après, 32, voilà, 32, pourquoi pas. Mais déjà, on est déjà très bien. Et même le 24 est plutôt intéressant. Et je conseille souvent dans les échanges que j'ai avec beaucoup d'entre vous, c'est que si vous avez, parce que c'est vrai que quand je fais des interventions en présentiel, des fois on a des écrans de PC avec des écrans qui ne sont pas faits pour ça, ce sont des écrans bureautiques. Et c'est très simple, vous affichez votre image, vous inclinez votre écran, vous allez voir que votre image va changer. Ce n'est pas fait pour ça. Mais après, on peut avoir des très belles machines qui ont avec des bons processeurs. Ben dans ce cas-là, la bonne solution, c'est d'acheter un écran donc extérieur et on va le brancher dessus. Et ça permettra, à la rigueur, d'utiliser votre écran de portable comme écran d'outil et votre écran, celui que vous avez acheté, donc comme un 24 pouces chez BenQ par exemple, le SW240, c'est ça, je crois. Alors, Tu me confirmes ça? SW240, c'est le 24 pouces. Ouais, SW270C, c'est le 27 pouces, je dirais, photo. Et le SW271C, c'est le même 27 pouces, mais en 4K, ultra précis, très homogène. Alors, le budget est un petit peu plus élevé, mais comme il est 4K, il peut être intéressant pour les gens qui font de la photo et de la vidéo, notamment. Mais pas que, hein. Donc, j'envoie les références là à tout le monde, puisqu'on m'a donc posé la n'hésitez pas, question. quand c'est comme ça, si vous avez un bon PC avec un bon matériel, avec un bon pros, achetez tout simplement un écran en complément et vous le branchez dessus. Comme ça, vous mettez les outils sur votre portable et l'image sur votre écran. C'est une solution qui est plutôt pratique. C'est la mienne en tout cas. Merci. Donc, ce que tu dis, si je récapitule très simplement, travailler les photos sur un écran qui est à côté de la plaque, vous allez vous mordre les doigts un jour ou l'autre. Peut-être pas tout de suite, c'est ça le terrible, c'est que vous ne vous en rendez pas compte tout de suite, mais vous risquez de faire des choses. Et tout ce que tu viens de montrer avec les calques, notamment le fait que c'est non destructif, faites gaffe parce que si vous faites tout ça, un travail soigné, mais sur un écran qui n'est pas calibré ou qui est à côté de la plaque en couleur, vous risquez de faire des bêtises, voire même euh, C'est très simple, c'est que les interventions de couleur vont intégrer les défauts de l'écran. exactement, Ah, mon image est trop verte, je vais réchauffer. Mais en réalité, votre image n'est pas verte, c'est votre écran qui est trop vert. peut-être. Et à un moment, voilà, il faut être un peu logique, quoi. Mais on ne le sait pas à l'œil, d'où l'importance d'avoir un écran de qualité et puis de le calibrer Et, assez régulièrement. On y reviendra, ouais, mais en mais plus, juste un petit mot important, et des fois, c'est même plus vicieux que ça, c'est qu'on s'habitue aux défauts de son écran. bah L'œil oui, s'habitue aux défauts de son écran. Ça, c'est important aussi. absolument. Alors, du coup, question de Yann Cano Barat. Est-ce qu'on peut revoir la présentation sur les calques? Oui, demain, puisqu'on va vous envoyer le lien pour le replay. Mais là, on ne va pas la remontrer puisque on vient de la voir. Et je vous envoie aussi la question. Voilà. Parce que Miss Numérique nous prépare la même chose, toujours pour une semaine, avec cette fois-ci 15% de remise sur la gamme Calibrite, donc valable uniquement pour une semaine, avec un code spécifique sur le site de Miss Numérique. Et ça, c'est en plus de l'offre sur les chartes Color Checker et la Color Checker Display Pro, où on offre une carte SD 64 Go. L'offre sur la carte, elle est valable jusqu'à fin juin, d'accord? Mais si jamais vous hésitiez, là, vous avez et 15% de remise chez Miss Numérique, plus la carte SD offerte sur les produits calibrés. Donc, ça peut être pas mal. Avant d'aller plus loin, et j'ai demandé à Antonio qui nous prépare un petit complément, juste un petit rappel sur comment on utilise les cartes Color Checker, Passeport, Photo 2. C'est la plus courante. Avant ça, on voulait vous poser une question sur ce qu'on vous a montré dans Photoshop. Et donc, c'est important. Tous les mois, pratiquement en ce moment, on doit le faire. Eh bien, on va vous le refaire. Vous devez voter. Donc, on vous fait un petit sondage. Donc, pas besoin d'avoir votre carte d'électeur pour cette fois-ci, mais un petit vote quand même, ce serait sympa. Donc, on avait cette question pour vous qu'on a concoctée avec Antonio. Donc, dans Photoshop, vous diriez que vous êtes un utilisateur
et c'est là où vous répondez comme vous le sentez. Est-ce que vous êtes plutôt un utilisateur débutant, plutôt un utilisateur avancé, un utilisateur expert ou peu habitué de Photoshop parce qu'en fait, vous utilisez un autre logiciel pour traiter vos images. Donc, allez-y. Ah, mais il faut répondre dans le sondage. Vous voyez le sondage? Parce que j'ai plein de gens qui me répondent dans le chat. Je vois un truc sondage fermé, Hervé. Ah ben pourquoi il est fermé? Ah là 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 là. Ah ben d'accord, c'est parce qu'on l'a testé tout à l'heure et donc bah je vais voir si je peux le relancer. Bon bah c'est dommage. Donc dans Parce que là, je vois un Photoshop. sondage fermé. Ah ouais, fermé, donc vous pouvez pas y répondre. Eh Ah ben ben je voilà, suis c'est fait. désolé. Mettez-le en commentaire. Attends. Peut-être que je peux partager les résultats et le relancer. Donc je masque les résultats. Non, il est fermé. Bon, ok, bah, on n'aurait pas du tout le testé tout à l'heure. Donc, sans plus attendre, on passe à la partie où tu nous montres juste un petit rappel en quelques minutes, si tu veux bien, comment utiliser une charte Color Checker. Et Est-ce que il faut que tu m'autorises à je te partager mon écran. passe absolument, je te demande un petit instant, je te passe le rôle de présentateur. C'est ici. De toute façon, ça va être relativement rapide, c'est quelques slides, juste pour et surtout vous faire des rappels. Donc là, hop, vous voyez mon écran. Tout à fait. Vas-y. Donc là, récemment, avec Hervé, on a fait déjà 2-3 webinaires sur ce sujet. Donc, quand même très important parce que tout ce travail de couleurs, si vous avez besoin d'aller chercher des couleurs très précises, on n'est pas tous experts de la couleur. Hein, donc, quand on n'est pas expert de la couleur et qu'on veut gagner du temps et qu'on veut être quasiment sûr d'avoir des résultats très fidèles au sujet, c'est la charte Color Shaker. Donc, on a la passeport avec charte de gris et charte de couleur. Et vous voyez, par exemple, là, c'est un slide. Vous voyez bien le slide? Tout le monde voit? Hervé, tu vois? Oui, c'est bon. Et donc, là, c'est une photo qui est extraite du dernier webinaire qu'on a fait avec Hervé sur l'utilisation de la charte Color Shaker dans le cadre de Nature Morte. Donc, bien sûr, toutes ces vidéos sont encore une fois visibles sur la chaîne YouTube de Calibrate France. Vous voyez, en gros, on photographie la charte Color Shaker, donc la partie couleur, la charte de couleur. On peut aussi utiliser, comme c'est le cas, vous voyez ici, la prise de vue, cette fois-ci avec une charte de gris pour faire une balance des blancs personnalisée. Alors, on ne va pas développer le sujet puisqu'il y a déjà des webinaires qui ont été déjà pas mal abordés sur ce thème. On a donc la partie charte de gris, la partie charte de couleur, et on peut après avec un logiciel, c'est le cas par exemple de ce slide ici, on a la possibilité après, vous voyez, ça c'est la présentation du logiciel qui est livré avec les chartes Color Shaker que vous pouvez télécharger. Tout simplement comment ça fonctionne, c'est que le logiciel va tout simplement identifier sur la base, vous voyez, de cette prise de vue qui est ici. Hop, là voilà. Oui, pardon, pas celle-ci, c'est celle-ci. Là voilà. Vous voyez, celle qui a été prise donc lors de prise de vue dans un des webinaires où je vous ai proposé de découvrir l'utilisation de cette charte, mais cette fois-ci dans un hôtel près de chez moi, en architecture d'intérieur. Et donc l'idée, c'est qu'ensuite, on va utiliser tout simplement le logiciel qui va identifier les patchs, qui va mesurer toutes les pages de couleur et qui va éditer un profil. Ce profil, on va l'intégrer donc à son mode de production via Lightroom, Capture One, etc. pour obtenir ce genre de visuel un peu plus complexe. Vous voyez, on a des couleurs, on est dans les bruns avec plus ou moins chaud. Et ce genre d'ambiance est quand même assez délicat à obtenir bien sûr, une idée de rendu très fidèle donc de cette décoration d'intérieur. Et donc tout ça, vous pourrez le redécouvrir donc à travers les vidéos qu'on a déjà réalisées lors de webinaires précédents avec Hervé. Donc voilà, c'est assez facile à fonctionner. Le fonctionnement est assez facile. On réalise une prise de vue standard, donc la mieux exposée possible. Et ensuite, on utilise le logiciel
de calibrage, il va éditer un profil et on l'intègre à son flux de production. Donc, je vous invite à aller regarder un peu ces vidéos-là sur la chaîne YouTube de Calibrite France. Tu reprends Parfait. la main, Hervé? Merci, Antonio. Non, mais je te laisse la main, puisque on passe maintenant. Alors, je vais juste réapparaître, hein, tout simplement. On va passer maintenant à la session questions-réponses. Donc, vous avez pas mal de questions où vous êtes lâchés. Vous êtes quand même près de 500 hein, en tout, vous êtes connectés. Je suis Donc, pas sûr que les gens nous voient nos têtes. si, nous voit tous les Ah deux ouais, d'accord, normalement. ok. Ok. Et donc, tu as coupé ton écran et il voit notre tête. Il y a certaines personnes qui ont décidé de nous quitter, il n'y a pas de souci, puisque ce qu'ils voulaient voir, c'était la partie Photoshop. Mais autour de Photoshop, il y a eu pas mal de questions. Donc, première question, à l'ouverture d'un fichier dans Photoshop, on a souvent une question au sujet du profil colorimétrique. Je ne sais pas répondre. Quel est l'enjeu? Excuse-moi, ça a coupé. À l'ouverture d'un fichier dans Photoshop, on a Photoshop qui nous présente une question au sujet du profil colorimétrique. C'est quel profil appliquer, par exemple? Je ne sais pas répondre. Quel est l'enjeu? Il y a une règle qui est très, très importante quand en gros, ça se produit quand? C'est quand vous prenez une image et que vous glissez cette image dans votre Photoshop et que l'espace de travail de votre Photoshop ne correspond pas à l'espace intégré, par exemple de Lightroom vers Photoshop. Vous décidez par exemple de développer avec l'espace Adobe RGB et que votre Photoshop est réglé dans votre espace de travail avec le sRGB, les plus petits. Et bien, sinon, Photoshop ne sait pas quoi faire. Il y a une règle qu'il faut toujours appliquer, c'est toujours privilégier l'espace intégré à l'image par rapport à l'espace de travail. Donc, il faut prendre cette option-là. Ça, c'est la règle. Et d'ailleurs, ce thème-là a été déjà abordé. S'ils le font, on le réabordera dans les prochains webinaires. C'est peut-être une bonne idée parce qu'il faut le répéter systématiquement. Mais ce thème-là a été abordé avec Hervé lors de webinaire qui s'appelle Le secret des belles couleurs. Rappelle-toi. Oui, oui. C'était largement. On en refera un sur ce sujet parce que c'est un fondamental. Je ne sais pas encore quand, peut-être avant Noël, on verra. Ouais, parce que c'est beaucoup de gens se posent encore la question et c'est vrai qu'il faut le répéter. Il faut toujours privilégier l'espace intégré à l'image à votre espace de travail. C'est sur cette option-là qu'il faut cliquer tout simplement. Question, est-ce que tu travailles et pourquoi est-ce que tu travailles plutôt en 8 bits qu'en 16 bits? Et si on peut faire des réponses assez rapides, c'est cool. Ouais. C'est-à-dire que les photos que j'ai mis en téléchargement sont en 8 bits pour les alléger au niveau de poids pour que les gens puissent les télécharger. Mais bien sûr, je travaille toujours en 16 bits. Ça, faut toujours travailler en 16 bits puisqu'on a une profondeur de couleur qui est beaucoup plus large. Donc, quand vous travaillez comme je travaille pour les tirages d'art, puisque je fais des expositions, alors si c'est pour finir en livre offset, le 16 bits ne changera pas grand-chose. Mais si c'est pour du beau tirage d'art avec des gamutes de papier larges, avec la possibilité d'imprimer de très belles couleurs, avec des gamutes beaucoup plus larges, le 16 bits est beaucoup plus. Moi, je vous conseille tout simplement de travailler en 16 bits quand votre ordinateur le peut, puisque ça prend de l'énergie, mais c'est le 16 bits. Là, c'est parce que pour la vidéo, c'est tout simplement les visuels qu'on vous a mis en téléchargement sont en 8 bits pour gagner du poids. Très bien. Alors, comment fait-on un liseré autour des lettres? Tu sais, dans ton tutoriel Photoshop, tu as montré un lettrage. Est-il possible de faire un liseré autour des lettres? Est-ce que tu as un petit secret ou un truc à proposer? Non, il suffit tout simplement d'activer les options de calque. C'est-à-dire que vous double-cliquez à côté de la lettre et vous allez voir les options de calque. Et là, vous pouvez rajouter des effets d'auréoles, de choses comme ça, de filets. Donc, c'est très facile de le faire directement dessus avec les effets. Parfait, merci. Pas mal de questions sur le calibrage d'écran. Tous les combien de temps faut-il calibrer son écran? C'est quoi les bons réglages? Alors, peut-être, on va pas forcément répondre à tout, mais tous les combien de temps, toi, par exemple, tu calibres ton écran? Dans la vidéo, vous voyez, il y a un petit pavé rouge en haut. C'est la petite alerte de l'application de ma sonde de calibrage, Calibrite. Ça veut dire qu'en fin de compte, j'ai programmé le logiciel pour que tous les 30 jours, il m'alerte, pense à faire ton calibrage. Alors, précédemment, quand j'ai travaillé pour des labos de prise de vue, des régies de retouche pour le monde de la com et pour le monde du luxe en tant que retoucheur,
on calibrait nos écrans tous les lundis matins. D'ailleurs, on calibrait tout le studio de retoucheurs. On calibrait nos écrans, nos imprimantes, parce qu'on était en mode production professionnelle, très pointu, il fallait être très exigeant. Moi, en tant que photographe, maintenant indépendant, je le fais tous les 30 jours et c'est largement suffisant. Surtout que maintenant, on a quand même des dalles de retouches qui sont quand même très stables. Donc, 30 jours, c'est bien. Voilà. OK. Question sur la charte. Doit-on faire le calibrage avec la palette que tu as montré, la charte, à chaque shooting? Pas à chaque, à chaque, en gros, si vous êtes alors, il y a deux, il y a deux, il y a deux approches différentes. Soit si vous êtes en studio de prise de vue avec de l'éclairage artificiel que vous maîtrisez, vous réglez vos températures, vos intensités lumineuses. Là, vous faites un premier shoot avec la charte couleur, vous faites votre profil, et comme vos lampes sont normalement stables, il n'y a pas besoin de le refaire. Par contre, si vous êtes en extérieur et que vous faites du portrait, portrait mode, portrait donc personne, et que vous changez de rue, parce que imaginez vous êtes à Lisbonne, vous êtes dans une rue où il y a plutôt les façades des immeubles sont plutôt chaudes, vous allez avoir plutôt une lumière chaude puisque la lumière va se charger en chaleur en réfléchissant sur les façades. Là, vous faites un shoot de votre charte couleur, votre balancier blanc, et vous allez tout simplement noter. C'est-à-dire qu'avant de commencer, vous faites ça et vous commencez votre session. Si vous passez à une rue où cette fois-ci la rue est peinte qu'avec des bleus, par exemple, où la lumière va se charger cette fois-ci en lumière un peu plus froide, quand elle va réfléchir sur les murs bleus, là vous refaites un nouveau shoot. En gros, à chaque fois que les conditions de lumière ont changé, vous faites donc une prise de vue, la charte couleur shaker. Merci. Oui, puis à chaque fois que tu l'apprends, ça te fait un élément de référence par rapport aux conditions de lumière et l'éclairage de cet élément-là. Parfait. Pas mal de réactions, tu sais, sur le 8 bits, 16 bits. Certaines options de menu ne sont pas dispo en 16 bits. Et c'est juste des commentaires, hein. Tu me diras si tu veux rebondir. Les tireurs grand public ne prennent pas le 16 bits. Bah oui, c'est pour ça que c'est pas une obligation de travailler en 16 bits et que parfois il y a des avantages aussi à travailler en 8 bits parce que c'est plus passe-partout. Mais si, comme Antonio, vous devez faire un travail et faire des tirages qui sont pour une exposition, il est possible que vous ayez envie de travailler justement en 16 bits et avec un tireur d'art un petit peu plus évolué que le grand public. Je dirais qui peut le plus peut le moins. Travaillez en 16 bits et si jamais votre tireur final, parce que je sais que soit vous allez faire un labo physique avec un artisan où il va vous prendre du 16 bits, mais vous avez des plateformes donc en ligne où ils vont pas accepter 16 bits. Parce que déjà, premièrement, ils vont accepter que le JPEG. Le JPEG ne supporte pas le 16 bits, donc on est forcément obligé de passer en 8 bits. Mais si vous allez travailler par serveur, par transfert, sur des labos un peu haut de gamme, eux, ils vont travailler le 16 bits puisqu'on a un panel de couleurs, on a un profondeur de couleurs beaucoup plus large. Mais il vaut mieux travailler en 16 bits, quitte à brider après s'il le faut. Plutôt que se dire, parce que si on développe en 8 bits, depuis Lightroom, si on repasse après sur Photoshop à 16 bits, on ne va pas gagner plus de couleurs. Il faut développer en 16 bits. C'est ça. Merci. Que penses-tu des plugins comme TK8 fonctionnant sur la base de masques de luminance? Je ne connais pas TK8. Alors TK8, c'est Tony Cooper qui fait ça. Donc ce sont en fin de compte, ce sont des scripts, enfin des actions qui sont préformatées qu'on peut donc utiliser. En fin de compte, c'est un panel qui s'ajoute à Photoshop et qui va nous permettre de gagner du temps sur certains aspects. Donc sur les masques de luminosité, je dis oui, mais comme tous les outils qui sont un peu automatisés, il faut déjà apprendre le fonctionnement. Puisque si on utilise des produits, moi je ne suis pas très sur les choses automatisées quand on apprend. On apprend déjà le fonctionnement des différents outils et après on peut automatiser. Puisqu'utiliser des outils automatiques comme TK8, c'est intéressant pour ceux qui maîtrisent déjà le fondement de Photoshop. Ça permet de gagner du temps. Mais apprenez déjà ce que c'est qu'un masque de luminosité pour mieux le contrôler. Parce que sinon, vous allez utiliser un outil que vous ne maîtrisez pas. Vous êtes utilisateur. Alors, il vaut mieux avant tout maîtriser l'outil et après l'utiliser. Et ça permet de gagner du temps sur certains aspects. Est-ce que tu as un truc ou un conseil pour supprimer des éléments fins avec des bases de fond différents, par exemple le licol d'un cheval? Ça peut être un câble. Qu'est-ce que tu conseilles pour supprimer un élément fin avec une base de fond de couleurs différentes? Ça peut être un câble ou le licol d'un cheval.
des choses comme ça. Il y a un outil qui marche assez bien, alors pas tout le temps, hein, puisque l'avantage de Photoshop, c'est qu'il propose une caisse à outils très très large et tous les outils sont bons. C'est-à-dire qu'il faut juste que l'expérience en Photoshop, c'est quoi? C'est de savoir très rapidement quel est le bon outil pour telle action. Vous avez donc l'outil qui s'appelle, je vais le chercher parce que j'utilise tellement que je finis par oublier son nom. J'ouvre mon Photoshop. C'est l'outil. Attendez, je vais le trouver. C'est ça. Outil correcteur localisé. C'est un outil qui est apparu il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça permet, c'est un outil qui est basé sur l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que vous prenez cet outil, vous recouvrez par exemple un câble électrique, vous lâchez, il va calculer et faire en sorte de le faire disparaître en prenant en compte son environnement, ce qui est plutôt pratique. Parfait. Alors, est-ce qu'on fait le point blanc à D65 pour calibrer son écran ou plutôt D50 dans le but de faire du tirage d'art? Et là, c'est un petit peu ce que je t'avais posé comme question tout à l'heure, avant qu'on démarre. Est-ce Ouais, que bah, il y a beaucoup de questions autour de, mais finalement, c'est quoi les bonnes pratiques pour bien calibrer l'écran? c'est-à-dire en gros, encore une fois, il n'y a pas de standard. On ne peut pas dire qu'il y a un vrai standard. Et ça dépend de quel est votre univers photographique, qu'est-ce que vous en faisiez, est-ce que c'est pour finir sur Instagram, est-ce que vous travaillez pour l'offset, est-ce que vous travaillez pour la presse, est-ce que vous travaillez pour le tirage d'art, est-ce que vous faites du tirage d'art et de la presse comme c'est le cas pour moi. On va dire D65 sera plutôt, on va dire, pour le tirage d'art, sur du papier extrêmement blanc, du papier fine art, donc du papier de très haute qualité. D50, c'est plus pour la presse magazine. Et donc, dans les différents webinaires qu'on a déjà proposés, depuis, parce que ça veut dire quand même quelques années qu'on travaille ensemble, moi j'ai fait le choix, après c'est mon choix personnel, de travailler en D55, c'est-à-dire que j'ai coupé la poire en deux. Que mes images, mes propres images finissent en tirage d'art, mais des fois, de la presse magazine, il n'y a pas si longtemps, j'en ai encore vendu pour un magazine, me disent, ah, on a vu vos photos sur votre site d'auteur, on aimerait bien l'utiliser en presse magazine. Et là, c'est pas du tout pareil. On passe d'un papier extrêmement blanc, donc de qualité de galerie d'art, à un papier de recyclage jauni. Donc forcément, il y a un grand écart. Alors, ça voudrait dire que si on travaille dans un monde merveilleux, qu'on a le temps pour ça, il me faudrait que je traite une image pour les tirages d'art et que je traite la même image pour la presse magazine. Donc j'aurais deux images, c'est-à-dire que je doublerais mon travail. Parce que c'est normal, une image qui a été calibrée sur un D65, si j'imprime sur un papier jaune, eh ben, tout va monter en vert. Et comme moi j'ai plutôt une ambiance bleutée, ceux qui connaissent mon univers savent que je travaille plutôt sur des ambiances un peu métal bleuté, bah forcément j'ai tendance à monter en vert. Donc moi j'ai coupé la poire en deux. Et d'ailleurs, si cette question revient souvent, même si on l'a déjà abordé, on pourra très bien proposer bientôt, si tu es d'accord et Calibre d'accord, proposer tout simplement un petit tuto. Je suis prêt à un petit tuto Ouais, rapide de une question rappel qu'on pour les gens. pose à ce moment-là à tous. Est-ce que ce serait utile, même si c'est un sujet qu'on a souvent abordé, de faire une vidéo vraiment calibrer son écran pour la retouche photo dans un format type vidéo de 4 à 5 minutes, c'est ça? Oui, parce qu'en fin de compte, ce qu'on propose souvent, c'est 40, 45 minutes, et des fois, les gens, il faut qu'ils retrouvent la vidéo, qu'ils cherchent un endroit là, on peut mettre un truc genre comme un Un mémo, pas à pas. un mémo vidéo, tac, 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 voilà, tac, 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 avec des références, comme ça, les gens peuvent le reprendre. Parce que c'est vrai que quand on n'est pas dans la pratique quotidienne, on peut très vite passer à côté de ça, quoi. Et des fois, c'est bien d'avoir une sorte de mémo, quoi, mémo Même, vidéo. même beaucoup de personnes qui ont déjà calibré leur écran, des fois, quelques mois plus tard, ils sont plus trop sûrs. Est-ce que c'est les bons réglages que j'ai? Et donc, ça peut servir d'aide-mémoire aussi, tu vois, le faire un petit pas à pas, Ouais, c'est ça. calibrer son écran pour la retouche photo. Donc là, on a besoin, c'est à vous de nous dire, si on a beaucoup de personnes qui nous le demandent, je pense que c'est peut-être un truc qu'on pourrait essayer de faire même là assez vite en juin. C'est ça, un truc pratico-pratique, pas besoin de discuter, de présenter, on est vraiment sur le pratique. Absolument. Alors, il y a d'autres questions. Est-il prévu une formation Photoshop sur la fusion d'images? Alors, je tiens à préciser une chose parce que j'ai plein de personnes qui me disent oui, pourquoi on ne pourrait pas voir d'autres choses dans Photoshop? D'abord, sur le site de formation d'Antonio, donc le site j'adore la photo.com, il y a pas mal de tutos.
il y a quelques tutos gratuits, et il y en a qui sont payants. Il faut bien aussi qu'ils puissent se nourrir, s'habiller, boire et produire les vidéos. Donc vous verrez, ça démarre, je crois, à 12 €, hein, certains des tutos. D'autres sont à 20 € suivant les niveaux, si c'est débutant ou expert, il y a des prix un peu différents. Et il y a Mais beaucoup, là, il y a beaucoup de contenu totalement gratuit. ouais. Et ça, la petite vidéo sur le calibrage, ce serait une vidéo gratuite, hein, qu'on ferait. Hein. Il y a beaucoup, il y a presque une cinquantaine de personnes qui sont pour, hein, qui veulent qu'on le fasse. Voilà. Alors, ouais, ouais. Donc plutôt, c'est pas un vrai sondage, mais beaucoup de personnes sont partantes. Dernière question technique, vous avez utilisé les courbes rouge et bleu pour la balance des blancs. Est-ce la meilleure méthode? La courbe rouge et bleu pour par les demi-tons. C'est-à-dire que quand on travaille par les demi-tons, la courbe, c'est certainement l'outil Photoshop le plus performant pour équilibrer globalement une image, pour récupérer je sais pas, une bascule de couleur. Si votre couleur, votre image est un peu chaude, que vous voulez la refroidir. Et donc après, on rentre dans l'aspect des complémentaires, des primaires, etc. Mais la courbe, c'est vraiment l'outil le plus performant pour calibrer globalement une image au niveau de l'ambiance générale. Après, on peut refroidir, on peut la réchauffer. Après, les courbes, encore une fois, c'est un thème assez qui est pas complexe, mais qui demande aussi beaucoup de temps pour l'apprentissage. Mais la courbe, c'est certainement le meilleur outil. Après, on est sur Photoshop. C'est-à-dire que si vous avez un problème de calibrage et que vous avez besoin d'ajuster votre température, faites-le sur Lightroom avant de développer. Ce sera beaucoup plus simple. Parfait. Eh bien, on n'a pas répondu à toutes les questions. Il y en avait trop. On a essayé de répondre à celles qui étaient le plus souvent posées. On peut peut-être encore en prendre une ou deux. Quelqu'un me dit la correction sélective, c'est le plus précis. Oui, c'est sûr. Attention, non, la correction sélective, il ne faut pas confondre. Les courbes, la courbe permet de globaliser l'image. Avant de commencer à aller chercher des rendus beaucoup plus précis avec la correction sélective qui va permettre de cibler un rouge, un bleu, etc. Ça, c'est un autre outil, c'est un outil de ciblage. Mais les courbes sont des courbes qui nous permettent il faut commencer déjà par mettre en place l'architecture globale de l'image au niveau de l'architecture couleur. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai un voile de jaune et que je veux aller plutôt vers des ambiances un peu plus froides, comme c'est un peu mon univers, tous ceux savent toutes les personnes qui suivent mon activité d'auteur photographe savent que j'aime les couleurs un peu froides, ça fait partie de mon univers. Je vais commencer par refroidir l'image avant d'aller cibler. La correction sélective, c'est un outil, comme son nom le dit, de cibler une couleur, un rouge, un bleu. La courbe va nous permettre de travailler globalement, donc l'image, de formater l'image globalement. Il faut bien différencier les deux. Parfait, merci pour cette réponse. Beaucoup de personnes disent c'est bien, les réponses sont précises et assez concrètes. Une question, pourquoi Lightroom et pas Camera Raw? C'est pareil, on est sur le pareil, hein, puisque Lightroom, la seule différence, c'est que Camera Raw ne catalogue pas, Lightroom le fait. C'est-à-dire que Camera Raw a toujours existé, Camera Raw a existé dès le premier jour avec Photoshop, puisque ça permettait de développer négatif. C'est le moteur de Sauf que, développement. en gros, historiquement, on avait Bridge pour le catalogage, Camera Raw et Photoshop. Mais Camera Raw fait exactement ce que fait Lightroom et vice-versa. Lightroom permet de cataloguer, ce que Camera Raw ne fait pas. Alors, question de la part de André. Beaucoup de questions-réponses sur le traitement de l'image. C'était le sujet, hein, puisqu'on a parlé des masques dans Photoshop. Rien sur l'impression photo. C'était pas le sujet de ce webinaire. On a déjà fait et on fera certainement d'autres webinaires beaucoup plus autour de comment créer par un profil d'impression. Simplement, si on parle de trop de sujets, c'est lourd. Donc, André, courage, un petit peu de patience. On va venir aussi sur ce sujet un moment ou un autre. C'était juste pas ce soir, c'est tout. On ne peut pas tout couvrir d'un coup. Très bien. Et une dernière question. Donc d'abord, merci à tous d'être venus si nombreux. Merci de votre attention ce soir. Désolé si le sondage n'a pas bien marché. J'ai quand même capturé pas mal de réponses. On a bien noté, Antonio et moi, que ça vous intéresserait hautement. Mais vraiment, il y a de très bons commentaires dessus.
une petite vidéo comme un step by step, étape par étape, comment calibrer son écran pour la retouche photo. Et j'ai une dernière question à Antonio. Est-ce que tu vas à Arles et est-ce que les gens pourraient t'y rencontrer? Oui, alors je serai présent à Arles, donc la première semaine, la semaine d'ouverture des rencontres internationales de la photographie, dans le cadre du OFF. Je serai là-bas, donc vous pourrez venir à ma rencontre. J'aurai un stand où vous pourrez venir déjà pour. J'y vais en tant que formateur, donc si vous voulez parler photo, si vous voulez parler développement personnel, donc formation personnelle, je serai là-bas et je serai très heureux de vous rencontrer là-bas. Donc n'hésitez pas à venir. Je serai dans le parce que je suis partenaire donc de Arles Exposition et je serai donc dans la cour de l'hôtel Jules César, donc à Arles, là où il y a tous les lectures de portfolio. D'ailleurs, si vous êtes photographe et que vous avez envie d'avoir les opinions d'un professionnel de l'image, donc soit un galeriste, un éditeur, n'hésitez pas à vous inscrire parce que les ouvertures pour les inscriptions des lectures portfolio, vous prenez votre série, vous allez avec du courage et de l'envie pour vous battre, puisque être photographe, auteur, c'est aussi se battre, convaincre les gens que votre boulot vaut la peine. Allez-y, ça vous permettra d'avoir l'opinion franche d'un spécialiste, donc un professionnel de l'image, qui vous dira ce qu'il en pense. En Moi, je général, serai juste. ils sont francs, mais ils restent bienveillants. C'est-à-dire Oui, ils vont et dire puis, ce qui est bien et dire, bon, là, vous pourriez peut-être évoluer sur tel aspect, mais c'est jamais méchant. Connaissant les professionnels qui font de la lecture de portfolio, en général, ils sont plutôt constructifs. Ils vont dire les zones qui sont bien, les zones qui c'est pourraient ça. être améliorées de leur point de vue, puis après, vous vivrez votre vie, hein, bien sûr. De toute manière, on a toujours du mal à critiquer son travail, donc il vaut mieux avoir une critique positive ou négative, mais en tout cas constructive d'un professionnel, ça nous permettra d'avancer. Merci beaucoup à tous. N'oubliez pas, dans les 24 heures qui suivent, vous allez recevoir un email avec la possibilité de voir tout ce qu'on vient de faire, mais en replay, donc en mode différé. Je vous remets les codes pour les offres spéciales de Miss Numérique pour ceux qui sont intéressés. Il n'y a aucune obligation, mais on nous demande souvent d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas des offres spéciales? Ben oui, il y en a, donc profitez-en. Et je vous rappelle qu'il y a donc 15% de remise sur les produits Calibrite. Et en plus de ça, pour certains produits, vous pouvez avoir une carte SD offerte. Il y a 8% de remise sur les écrans BenQ et à chaque fois avec un code, vous le retrouverez dans l'email. Dans l'email, vous allez donc avoir le lien vers le replay, mais aussi un lien pour télécharger les 2 fichiers qu'Antonio a utilisés, plus 3 fiches comparatives pour y voir plus clair entre les différentes chartes, les différents écrans BenQ et puis les sondes de Calibrite. Voilà. Merci beaucoup. À Merci à très vous tous. bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup Antonio, c'était super. Et puis on a beaucoup de félicitations, hein. C'est pour ça que je fais ça. Et à très bientôt donc pour un C'est prochain plutôt encourageant. webinaire. C'est plutôt encourageant. Ça permet de se dire, bah écoutez, ce modèle plaît, autant y aller, quoi, et Tout à proposer fait. d'autres choses. Il y a des gens qui ont demandé aussi est-ce que le canapé est une charte? J'ai pris, il y a 55 chartes de couleurs pour habiller le canapé. Merci Allez, Antonio, à très bientôt. Passez une très bonne soirée. Au revoir. ciao, ciao.